Madame, mademoiselle, monsieur, bienvenue à Metro News. Voici les principaux titres qui seront développés aujourd'hui. Le choléra est en baisse dans le pays. Le nombre de cas suspects a chuté au niveau national au cours du mois de juin 2017, selon des statistiques fournies par les autorités sanitaires haïtiennes. La Banque mondiale accorde 170 millions supplémentaires à Haïti. Le ministère de l'Éducation nationale a obtenu de nouveaux fonds suite à une rencontre tenue à Washington mercredi dernier. La production de passeports a doublé à la direction de l'immigration et de l'émigration qui est actuellement en mesure d'en produire 4000 par jour. Metro News vous est apporté par HeyTrack. HeyTrack vous invite à gagner des cadeaux avec l'huile moteur mobile Delvac. Grattez l'étiquette jaune, découvrez votre code, envoyez-le au 81 10, réclamez votre prime au bureau mobile. L'huile mobile Delvac est représentée en Haïti par HeyTrack. Le nombre de cas suspects de choléra a continué de baisser au niveau national au cours du mois de juin 2017. Entre janvier et juin de cette année, 70 nouveaux décès et 7623 nouvelles infections ont été enregistrées. Depuis le début de l'épidémie, 9676 personnes sont décédées, indiquent les statistiques des autorités sanitaires haïtiennes. Au total, 813 000 infections ont été enregistrées depuis octobre 2010. La coordination efficace des différents acteurs a permis de contrôler tous les niveaux, tous les nouveaux foyers de l'épidémie, tout en continuant à réduire le niveau de transmission de la maladie dans les zones les plus persistantes. Les activités communautaires ainsi que la prise en charge institutionnelle ont été effectuées par 8 organisations non gouvernementales avec l'appui technique et financier de l'UNICEF et de l'OPS-OMS. Le ministre de l'Éducation nationale, Josué Agenor, a obtenu de nouveaux fonds auprès de la Banque mondiale. Lors des séances de travail mercredi à Washington avec les responsables de la Banque mondiale, M. Agenor a obtenu une hausse de l'enveloppe globale pour l'éducation qui passe de 120 à 260 millions de dollars. Le ministre, confronté à la grogne des syndicats réclamant une hausse des salaires des enseignants, a assuré que l'institution internationale a constaté, je cite, la bonne gouvernance et la bonne gestion des fonds du ministère. Fin de citation. Des dirigeants de syndicats ont menacé de reprendre la grève au début de l'année prochaine. Plusieurs organisations ont dénoncé une opacité dans le processus de subvention à l'occasion de la rentrée scolaire prévue pour le 4 septembre prochain. La délivrance d'un passeport dans un délai ne dépassant pas 5 jours ouvrables est une réalité. C'est ce qu'a réaffirmé le directeur général du service de l'immigration et de l'émigration qui participait ce jeudi à la rubrique Le Point de Télémétropole. Joseph Tianchouli explique que la capacité de production du service qu'il dirige a doublé depuis l'arrivée au pouvoir du président de la République, Jovenel Moïse. Actuellement, la direction de l'immigration et de l'émigration est en mesure de produire un total de 4000 passeports par jour. Pas plus qu'une semaine. Et on a besoin de passeport. Les gens que le président a annoncé, 5 jours ouvrables, on suppose jouer le passeport. Dans 5 jours? 5 jours ouvrables. Il y a plusieurs facteurs là-dedans. Et nous avons des équipes en réalité qui viennent et capacité de production, nous, actuellement, est à près de 4000 par jour que nous avons produit. Ça, c'est le nombre de passeports que nous avons produit. 4000? 4000 par jour. Et combien vous demandez nous par jour? Actuellement, à travers les pays, nous avons des demandes environ entre 2000 et 2500 par jour. Donc ça veut dire que la capacité de production nous presque doublée et ça, ils ont demandé nous. Mais ça empêche que nous baillons chaque jour? Pour ça, nous sommes obligés de 35 jours? Bon, nous ne parlons pas que nous avons 35 jours. Il y a des gens qui viennent, qui ont des cas exceptionnels, que nous baillons pas soir dans l'après-midi. Et nous privons certaines heures que 2 jours, 3 jours, 4 jours. Ça dépend de l'urgence maintenant. Mais normalement, on a plusieurs petits facteurs qui prennent leur fonds passeport. Il faut qu'on vérifie les données ou exactement. Ou quand il y a un petit problème dans les données, on est obligé de contacter les gens
pour le cas venir faire des corrections. Donc, il faut que nous gagnions un petit espace pour nous gérer, pour nous faire ça, nous pour faire bien. De son côté, le directeur général du ministère de l'Intérieur et des collectivités territoriales, Fendel Monchéry, a fait remarquer que les racketteurs sont désormais mis hors d'état de nuire en raison de l'efficacité du service offert depuis les mesures prises par l'État haïtien. Vu avec ça que Direction Immigration a fait en termes de service, en termes de rendement, en termes de volonté de manifester pour nous faire passeport à temps, etc., ça réduit totalement combinaison pour nous chercher on l'autre sentier détourné pour le faire un passeport. Parce que lorsque le passeport est en ligne, lorsque le problème passeport posé que nous a fait 2 mois, 3 mois, 4 mois, 5 mois pour le passeport, là, gagner une tentation pour chercher un monde qui pourrait aider le faire passeport. Alors, le problème, c'est que, M. Monchéry, alors que il y a une difficulté pour mon jeune passeport là, même si c'est dans 2, 3 ou 4 mois, mais via des racketteurs, il y a des gens quand même qui ont un passeport bien vite. C'est un cas possible. Même actuellement, compte tenu des progrès qu'il fait, par exemple, immigration, pas gain passeport en souffrance, pas gain passeport en retard. Tout passeport qu'a fait semaine ça et passeport qui est déposé cette semaine. Donc, où tu as des centaines, mais des milliers de passeports, tu as 1 an, 2 ans, pas gain ça encore. Donc, mon n'a pas gain intérêt maintenant pour lui, il n'est pas dans la situation que le passeport a fait 6 mois dans l'immigration pour venir. Donc, j'en dis que tu as une solution de là, passeport à déposer, en temps record, du lundi au lundi, mon n'a pas droit pour venir passeport. Je pense qu'il y a un ensemble de dispositions, d'autres techniques et technologiques qui prend, qui réduit totalement la possibilité tel ou tel monde gagné pour mettre le pays en situation difficile. Pas oublier que le passeport, c'est une pièce d'identité qui est extrêmement importante, que l'international doit utiliser. Donc, lorsqu'on rentre dans une initiative comme ça, vous mettez à mal la sécurité même de l'État. Les rangs de l'unité départementale de maintien de l'ordre UDMO viennent de grossir. Une nouvelle promotion qui compte 225 nouveaux agents, parmi eux 13 femmes, viennent d'intégrer cette unité spécialisée de la police nationale. La cérémonie de collation de diplôme s'est tenue à l'Académie de police à Frères en présence du directeur général de la PNH, Michel-Angé Léon, et d'autres hauts gradés de l'institution policière. Après plus de 5 mois de formation, une nouvelle promotion d'agents de l'unité départementale de maintien d'ordre est désormais prête à servir le pays. Sortie officiellement ce jeudi, cette 7e promotion vient grossir les rangs de cette unité spécialisée au moment où la MINUSTA se prépare à quitter définitivement le pays. J'en ai toujours expliqué, le départ MINUSTA c'est depuis hier. Et nous-mêmes, il faut que nous mettions prêts pour nous capables de compenser et pallier à départ ça. Il y a des unités en dans MINUSTA qui ont assisté unité de police qui ont renforcé dans l'opération que nous fait sous terrain. Donc, absence unité, ça va faire compenser, c'est ça qui fait que aujourd'hui, l'objectif c'est intensifier et pourquoi pas renforcer la capacité unité en maintien d'ordre, notamment Simon et Udmo, sur toute étendue République pays. En clair, la PNH est prête à relever les nombreux défis qui l'attendent sans la présence des forces onusiennes dans le pays. L'UDMO a une mission bien spécifique, rappelle le numéro 1 de l'institution policière. Et Wally c'est créer un climat de paix, de stabilité dans le pays. Et il y a une unité qui est préparée pour capable adresser les manifestations, quelle que soit la nature, les manifestations politiques, manifestations sociales, culturelles, depuis côté de foule, unité ça va préparer pour ça. Formée aussi pour rétablir l'ordre lors de grands événements, cette nouvelle promotion de 225 agents, dont 13 femmes, est appelée à faire preuve de professionnalisme en respectant les droits de la personne et surtout en n'ayant pas recours à de violences inutiles. Le numéro 1 de la PNH est jusqu'ici satisfait du travail effectué par les policiers, notamment ceux de l'UDMO. Toutefois, Michel-Ange Gédéon prévient que l'institution n'hésitera pas à sanctionner ceux qui se seraient mal comportés dans l'exercice de leurs fonctions.
Les travaux de construction du nouveau siège social de la fondation taïwanaise Tzu Chi ont démarré ce jeudi à Tabar. L'ambassadeur de la République de Chine-Taïwan, accrédité en Haïti, Cheng Hao-hu, a procédé à la pose de la première pierre. La cérémonie s'est déroulée en présence du chef suprême du Vaudou en Haïti et de nombreuses autres autorités. Suivez ce reportage de Jérémy Tillon et d'Elsie Dieulassin. Il aura fallu plus de 10 ans pour la fondation Tzu Chi avant de se décider à construire un bâtiment administratif regroupant l'ensemble de ses services et partenaires. Originaire de Taïwan, cette organisation bouddhiste à but non lucratif s'est donnée pour mission d'accompagner les Haïtiens dans le processus de reconstruction après le tremblement du 12 janvier, mais pas seulement. Des distributions de denrées alimentaires et kits hygiéniques ont également été distribués à travers les différents départements, notamment au Cap haïtien, comme nous le confirme Théodore Harwell, coordinatrice de projet. Nous avions eu beaucoup de programmes au Cap. Par exemple, l'institution Saint-Martin de Porres de Blue Hills, où nous avions payé l'écolage pour tous les élèves. Pendant 2 dernières années que ça passé, nous étions responsables pour aller au Cap, pour regarder comment ça a fonctionné avec Timoun dans l'école, là, pour aller dans la distribution de manger qui qu'on fait, spécialement du riz qu'on distribue chaque année. Georges Daniel est un habitué, homme de médias et amoureux de son pays. Il a souhaité s'investir dès le début auprès de l'organisation en tant que volontaire coordonnateur. 10 ans plus tard, il assiste avec un certain plaisir à cette cérémonie d'inauguration, résultat de plusieurs années d'efforts. Aujourd'hui, c'est la fondation Tzu Chi qui peut faire un building là, côté que yo là depuis 10 ans, depuis que en Haïti, yo fait un peu de distribution manger, yo bâti l'école Marianne. Nous bâtissons l'école, 3 écoles, 4 écoles finalement. Donc, on va faire des projets en Haïti. Donc, ils montent un bureau. Ils vont avoir un bureau ici, côté que ils peuvent organiser des projets, mettre des projets sous pied. Donc, aujourd'hui, on fait poser la première pierre là. C'est un campus, c'est comme si c'est le bureau de Tzu Chi en Haïti. Sa Majesté Augustin Saint-Cloud a tenu de par sa présence souligner le fait que la communauté vaudou était partie prenante dans ce grand projet de reconstruction. Entouré de ses fidèles, il salue l'initiative et par la même occasion en profite pour réaffirmer son soutien auprès de la fondation. Présentement là, c'est juste pour accompagner les Taïwanais parce que moi c'est développement qu'a fait depuis c'est développement qu'a fait parce que Royaume Vaudou d'Haïti dans le développement pays à tout. Vous comprenez tout ça qu'a fait pour changer la situation pays ou bien positivement et Royaume Vaudou d'Haïti là. Après avoir reconstruit différents collèges de la capitale et s'être investi auprès des plus démunis à travers des opérations caritatives, la fondation Tzu Chi aura en 2018 son propre siège social afin d'accueillir ses membres et partenaires dans un bâtiment officiel flambant neuf. Célébration le mercredi 17 août de la Journée internationale du rhum, une initiative de plusieurs pays de la Caraïbe et de l'Amérique latine. Pour la première fois en Haïti, plusieurs activités ont été organisées pour marquer cette date, notamment une exposition de plusieurs boissons alcoolisées produites tant au pays qu'à l'étranger. Fête du rhum pour moi représenter fête pam tout parce que maintenant c'est passion et c'est métier mais c'est ça qui va me manger donc me prend la cœur. Et je trouve que c'est anormal que nous sommes des fabricants de rhum, nous sommes un pays de rhum, et puis il y a la journée internationale du rhum qui existe depuis plusieurs années et que nous ne sommes pas au courant que nous pas célébrer. Même s'il y a 48 heures de délai, nous allons organiser la première journée internationale du rhum en Haïti. Le premier, je fais les tontis de Clérin-Lacaille, moi les Assou Lounge établissement, puis moi les Barbancourt, moi les Baccarat, moi les Vieux Labé, moi les tout le monde dit on font petit bagaille en vrip-vrap et puis allons célébrer autour du rhum. Mon cher, ça plus gros plaisir quand vous me dites les Didi relais, je sens que ça c'est fête moi lié tout c'est fête rhum ça veut dire que me dit mon cher Didi on dit qui le lié me pas déplacer même si c'est premier pas n'a fait premier pas j'ai le passé n'a continuer n'a travailler mieux pour l'année prochaine et l'histoire pour le barou c'est que je dis à le rhum toujours dit ça rhum qui gagne H là c'est Haïti lié. C'est-à-dire yo ouais différence dans le produit, yo ouais différence dans canne, yo ouais différence dans depuis clair a tombé ou ka commencer boire ouais feeling. Et ça qui dû je personne pour ka vle réaliser son bon produit, ça veut dire que nous fait directement avec jus de canne. C'est pas mélange qui fait nous, c'est pas l'autre mélange qui fait nous. C'est jus canne que mélange et c'est haïtien
propres frères nous travaillons ensemble. C'est ça que là nous fait tremper, là nous garder Didi qui vient nous rejoindre famille, qui est toujours dans famille. Je dis fierté même au dîner de ça, puis go fierté je dis c'est que je dis moi éclairer sous table. Plusieurs monde viennent dire que tremper nous sous table. Le citoyen David Basile a été nommé directeur général de l'ULCC, Unité de lutte contre la corruption, et il a pris ses fonctions le 11 juillet 2017. Nous avons avec nous M. Basile, qu'on appelle communément Major Basile. Nous avons avec nous le Major Basile ce soir. Bonsoir Major Basile, bienvenue au studio de Metro News. Bon, bonsoir à tous les staffs de Metro News et bonsoir à toi. Et je suis là et comme le nouveau directeur de l'ULCC et c'est un plaisir pour moi de passer, vous rendre une petite visite de courtoisie. Nous vous en remercions. ULCC, gros nom, grosse responsabilité. Définitivement. Comment vous avez trouvé les lieux, Major Basile? Beaucoup de dossiers en instruction, en attente d'ouverture Oui, il y a des dossiers en attente et au niveau de la justice. Et j'ai trouvé les lieux. Bon, il y a un travail extraordinaire qui a été fait par mes prédécesseurs. Et j'ai trouvé des personnes formidables en place. Je dirais, pour le niveau du milieu haïtien, c'est des gens super qualifiés. Magnifique. Et bien formés académiquement. Et ça, je pense que c'est un acquis. Bien entendu, comme dans tout milieu humain, il y a quand même des petites choses à rectifier, à arranger. Bon, ça c'est normal, on ne peut pas s'en plaindre. C'est normal, c'est normal. Mais je trouve un milieu extraordinaire où effectivement, si on s'y met, on peut travailler et donner des résultats. Votre rôle est de combattre la corruption. Et Dieu sait que ce mot est lourd. Je n'ose pas dire, surtout dans un pays comme Haïti. Mais on en parle partout, les gens se plaignent. Est-ce que vous vous occupez surtout de la corruption et au niveau de l'administration ou est-ce que ça concerne l'ensemble des citoyens, les privés et le public? Normalement, la mission de l'ULCC, c'est tous les citoyens. Tous les citoyens. Parce que l'État est présent partout et l'État comment je pourrais dire, gouverne le pays. Alors, je veux parler du gouvernement. Donc, il y a toujours une interaction entre l'État et les citoyens. Donc, de ce fait, notre travail consiste à vraiment lutter contre la corruption en général. Mais nous travaillons et surtout, vraiment, au niveau de l'administration publique, voir comment ça se passe et voir comment les transactions se passent. Nous travaillons avec des institutions de contrôle comme la Cour supérieure des comptes et l'Inspection générale des finances. Nous travaillons avec des institutions comme l'UCREF, comme la CONAL en général. Donc nous travaillons avec toutes ces institutions-là de manière à produire, n'est-ce pas, un résultat et qui est fondamental, n'est-ce pas, pour la bonne gouvernance et pour garantir que l'économie nationale ne soit pas, je pourrais dire, une économie qui est, comme on dit, contaminée. Pas vrai, parce que la corruption, comme je viens de le dire, a le même effet que l'acide sur un métal. C'est-à-dire qu'il y a une corrosion subtile qui se fait sur l'économie. Et comme il y a de corrompus sans corrupteurs. Donc, voilà. Donc, notre mission, c'est ça. Est-ce que vous avez une idée, Major Basile, du nombre de cas, car
l'ULCC a été créé le 8 septembre 2004, et donc 13 ans maintenant. Est-ce que vous avez une idée du nombre de cas de corruption qui ont été traités et qui ont abouti à des condamnations? Ah oui, on a eu des condamnations, et que ce soit ici à Port-au-Prince ou dans les points focaux que nous avons dans 5 départements, on a eu plus ou moins 3 cas dans le plateau central. On a eu plusieurs cas ici. Il y a plusieurs dossiers qui sont actuellement en traitement, en cours d'instruction. Et on a eu un cas de l'ancien directeur de l'ONA et l'ancien directeur de l'OAVCT. Donc il y a eu quand même des cas où on a travaillé et on a trouvé des résultats. Le budget 2017-2018 vient d'être voté par les sénateurs. Est-ce que vous êtes satisfait des montants qui vous sont alloués ou qui vous ont été alloués? Aucun directeur d'organisme public ne peut être satisfait de son budget, parce qu'il a toujours envie de faire plus. Bien sûr. Surtout quand il travaille ou quand il veut travailler. Donc plus on a des moyens, mieux on peut travailler et plus on peut donner des résultats. Donc, mais il faut se rendre aussi à l'évidence que nous sommes dans un pays où vraiment l'économie est ce qu'elle est. Donc, quand on regarde d'autres institutions, et on se regarde soi-même, donc on dit, c'est vrai, c'est pas suffisant, mais écoute, il faut faire avec. Voilà. Donc on va faire avec, et on ne va pas prendre comme excuse que le budget n'est pas suffisant, je ne peux rien faire. Non, on fait avec, et on donne des résultats. Et à partir de ces résultats, on sera en mesure aussi, pas vrai, d'exiger plus. Donc je me donne comme objectif de donner plus de résultats. En parlant d'objectifs, est-ce que vous avez déjà établi un plan d'attaque, un plan de travail? Est-ce que vous savez ce que vous voulez réformer, ce que vous voulez améliorer? Quels sont les grands axes de votre action future? Je peux dire que l'ULCC travaille sur 2 volets. Il y a un volet administratif, un volet vous faites des enquêtes, vous faites des choses comme ça qui vous conduit à des résultats répressifs, si vous voulez, donc le volet répressif. Et il y a un volet aussi de sensibilisation, pas vrai, que vous devez faire au niveau de la société pour qu'on comprenne définitivement ce que c'est que la corruption. Donc parfois, les gens tombent dans la corruption sans même comprendre que c'est de la corruption. Donc, et moi, je regarde ces 2 axes. Je vois que du point de vue de la répression, on est plus ou moins là. Mais je pense qu'il manque vraiment d'informations au public. D'ailleurs, l'aspect pédagogique, parce que c'est important, particulièrement au niveau des jeunes. Donc, nous proposons de vraiment faire beaucoup et de ce côté-là, de manière à pouvoir sensibiliser tout le monde, les informer, pas même dans les écoles, d'apprendre aux très jeunes ce qu'est la corruption, de manière à ce qu'ils soient bien armés, qu'ils soient avertis pour ne pas vraiment tomber dans ce couloir et ne pas pouvoir y sortir. Donc, c'est ça, et un aspect que je regarde en priorité. Eh bien, Major Basile, il me reste à vous remercier de cette visite que vous nous avez faite, à vous souhaiter bon courage. Merci, on en a besoin. Sera longue et difficile et qu'il vous faudra du courage pour faire face à cette corruption. Merci. Merci infiniment, Major Basile. Bonne fin de journée. Merci, à toi aussi. Voilà, la boucle est bouclée. Merci de votre fidélité et à la prochaine, même heure, même chaîne.